Salut, j'espère que vous allez bien. J'imagine que comme moi, vous sentez cette adrénaline qui commence à monter à la veille de la première course de Formule 1 de la saison 2025. C'est cette semaine, vendredi les essais, Grand Prix de Melbourne en Australie. On a hâte de voir enfin les monoplaces sur la piste, avoir peut-être quelques éléments de réponse qui a le mieux travaillé cet hiver. Et en attendant que ça commence, eh bien, j'ai dévoré la dernière saison sur Netflix de Formula 1 Drive to Survive, saison 7 qui vient de sortir la semaine dernière. Je l'ai vraiment claqué d'un coup. Évidemment, quand on est fan de F1, forcément, c'est intéressant à regarder. Dites-moi dans les commentaires si vous suivez cette série, si vous l'avez regardé, la dernière saison, qu'est-ce que vous en avez pensé. Alors, je vous rassure, si vous n'avez pas regardé, pas de spoiler, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais simplement faire le tour un petit peu sur tous les éléments qui ont manqué, les omissions flagrantes de la saison, pourquoi les scénaristes ont décidé de laisser certains événements de côté. Et restez jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vous donnerai mon verdict sur cette saison 7 de Formula 1 Drive to Survive. Allez, c'est parti! Alors Formula 1 Drive to Survive, si quelqu'un ne connaît pas, c'est la série Netflix là, sur la Formule 1, sur les coulisses de Formule 1, qui a vraiment aidé à l'essor de championnat de Formule 1 aux États-Unis. Ça a été vraiment un succès immense. Première saison 2019, ça couvrait donc les événements qui sont passés sur la saison 2018. Ça a été tellement énorme, là, vraiment des codes d'écoute gigantesques, que ça a poursuivi. Après chaque année, on avait une nouvelle saison qui donc faisait relater les événements de la saison dernière de Formule 1 jusqu'à aujourd'hui. Donc la saison 7 qui relate les événements de la saison 2024. Alors oui, c'est de la télé, c'est le petit côté Hollywood, il y a des trucs ultra romancés, ça suit pas forcément vraiment au niveau de la caméra, c'est pas tout le temps chronologique. On a des montages un peu douteux, des fois on montre un crash, ensuite on montre un pilote mécontent, mais c'était pas du tout au même Grand Prix, c'est juste pour accentuer le côté dramatique. Donc pour ça, c'est bon, c'est ça, c'est de la télé. Mais par contre, pour un fan de F1, ce qui est génial, c'est qu'on a accès à des événements, des discussions entre des pilotes, entre des patrons d'écurie, dans les coulisses, dans des meetings. C'est vraiment des choses qui ne sont pas du tout diffusées au grand public lors des week-ends de Grand Prix. Et là, on a enfin accès à des choses quand même, on peut pas vraiment dire privées puisque c'est enregistré pour Netflix, mais c'est à cet endroit, dans cette série, qu'on peut enfin entendre des choses comme ça, du niveau des contrats, au niveau de certains bifs, des fois entre les pilotes, et puis d'autres choses un petit peu plus relax, de la vie quotidienne des pilotes, leurs entraînements, etc. Donc c'est quand même une série qui est très intéressante, simplement pour voir des choses auxquelles on n'a pas du tout accès normalement. Malheureusement, couvrir une saison de F1 complète en 10 épisodes de 45 minutes, 1 heure, c'est pas possible. Les scénaristes sont obligés de faire des choix et de laisser certaines choses de côté. Et cette saison 7 n'a pas fait exception, donc comme je le disais, avec des événements quand même importants qui ont été laissés de côté. Alors, on regarde ça ensemble. Alors déjà, on peut commencer doucement avec le gros bif qu'il y a eu entre Max Verstappen et George Russell à la fin de la saison. Ça commençait déjà à être chaud, Verstappen qui était quand même très incisif en course, on l'a vu plusieurs fois, notamment avec Norris, des dépassements très osés, des protections aussi de place limite du fair play, il a même été pénalisé. Et c'est après le Grand Prix du Qatar que entre Russell et Verstappen, ça s'est vraiment très mal placé. Il y a eu beaucoup de tensions par médias interposés, Verstappen notamment qui a dit qu'il n'avait perdu tout son respect pour George Russell. Et bien dans la série Drive to Survive Formula 1, pas un seul mot à ce sujet, c'est quand même bizarre. Autre élément qui a été complètement zappé au cours de la série, j'attendais chaque épisode, j'attendais de voir s'ils allaient en parler, quand est-ce qu'ils allaient en parler. Pas un seul mot sur le départ d'Adrian Newey de Red Bull et le contrat qu'il a signé pour rejoindre Aston Martin. Pas une seule seconde, même pas une mention. C'est quelque chose quand même d'historique, de ultra important, notamment pour Aston Martin. Je ne comprends pas. D'ailleurs, troisième chose, ça aussi, j'attendais épisode après épisode, pas une seule minute quasiment sur Aston Martin, ni sur Alonso, ni sur Stroll, rien du tout. Toutes les écuries, évidemment, à chaque épisode, on fait un focus sur quelque chose, sur un Grand Prix, sur un pilote, sur un directeur d'écurie, sur un transfert. Rien. 10 épisodes de néant pour Aston Martin. Alors, est-ce que c'est Lawrence Stroll qui a décidé qu'il ne voulait pas qu'on en parle? Je ne sais pas, mais c'est quand même très surprenant. Autre élément qui a été complètement zappé dans la saison 7 Formula 1 Drive to Survive, c'est Ollie Berman qui a remplacé Carlos Sainz. Alors il y a un épisode justement où on parle de Carlos Sainz qui doit se faire opérer de l'appendice. Pas un mot sur Ollie Berman, pas un mot sur sa première course, ses premiers points en F1, sur son remplacement vraiment impeccable chez Ferrari, le rookie comme ça qui en plus a été confirmé plus tard dans la saison pour piloter chez Haas. Pas un mot, très surprenant. Autre élément d'importance qui a été complètement zappé, Spa 2024.
doublé Mercedes, Russell qui est disqualifié. C'est quand même vachement important. C'est une victoire en Grand Prix qui a été soutirée à Mercedes. Comment ça se fait qu'il n'a pas eu un seul mot? C'est quand même un événement ultra important de la saison 2024 de Formule 1. Et dernière omission, et non la moindre, et celle-là je comprends un petit peu d'où ça vient, vous allez me voir venir, c'est Logan Sargent, américain, remplacé par Colapinto en milieu de saison. Pas un mot, mais on a même, je crois, pas vu Logan Sargent dans les 10 épisodes, on l'a peut-être aperçu en arrière une demi-seconde, il a été vraiment totalement zappé. Alors c'est quand même ultra étonnant parce qu'un Américain en Formule 1, il n'y en a pas beaucoup, c'est vraiment très 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 compliqué au niveau des pilotes pour le pays de l'oncle Sam. En Formule 1, il n'y a pas beaucoup de succès, et là ils avaient leur pilote chez Williams, alors certes ça a été vraiment un désastre, et bien pas un mot ni sur Logan Sargent, ni sur Colapinto avec son remplacement en plein milieu de saison chez Williams. Franchement, ça laisse à désirer. Au niveau scénaristique, d'avoir omis ça, je comprends qu'ils ont voulu peut-être ménager un petit peu le public américain, mais il faut faire quand même un petit peu preuve de transparence des fois et dire la réalité telle qu'elle est. Logan Sargent n'était pas du tout fait pour la Formule 1. Il a eu sa chance, il l'a loupé. Fini, on passe à quelqu'un d'autre. Donc voilà des omissions quand même que j'ai notées assez bizarres pour cette saison 7 de Formula 1 Drive to Survive, mais malgré tout, une saison pour moi qui a été largement supérieure à la saison 6 et même la saison 5. Ça a été beaucoup plus intéressant. Vraiment, chaque épisode, il y avait des éléments qui étaient très 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 fascinants à regarder, que ce soit au niveau du contrat par exemple, je vous en dirai pas plus, je vous avais dit pas de spoiler, mais le niveau de Carlos Sainz qui signe chez Williams, il a été aussi approché par Alpine, approché par Haas, par Audi, bref, ça a été quand même très 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 bien couvert, c'était vachement intéressant et juste pour cet épisode-là, je vous suggère vraiment de le regarder. Mais c'était une saison qui était vraiment, selon moi, très 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 bonne et c'est très simple en fait. Pourquoi? Eh bien parce que la saison 2024 de Formule 1 a été très bonne, a été excellente. La saison 6 de Formula 1 Drive to Survive était assez ordinaire, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant et c'était tout simplement à l'image de la saison de Formule 1 2023 qui a été vraiment nullissime. Domination totale de Red Bull, domination totale de Verstappen, il n'y avait absolument rien à surveiller tout le long de la saison et ça s'est reflété malheureusement dans la série Formula 1 Drive to Survive. Et là, eh bien, c'est exactement la même chose qui s'est passée, mais à l'inverse, on a eu une super saison 2024 avec vraiment beaucoup de combats en piste, beaucoup de dénouements à découvrir lors du dernier Grand Prix. Eh bien, ça a été retransmis parfaitement pour la saison 7 donc, de Formula 1 Drive to Survive. Ça nous a donné vraiment un bon moment de télévision. Donc, je vous suggère fortement de regarder cette série. Si vous aviez été un petit peu déçu des dernières saisons, saison 5, saison 6, j'avoue, c'était pas génial. Celle-là, franchement, c'est à pas louper. Je vous la recommande. Donc, dites-moi dans les commentaires. Abonnez-vous, laissez un like. Je vous dis merci. C'était Formule Tom. On se revoit très bientôt pour le premier Grand Prix à Melbourne. C'est là. On a hâte. Allez, ciao!